Salut les génies, c'est Biogénie. Je continue cette petite journée avec l'enregistrement d'autres vidéos, donc c'est pour ça que j'ai toujours la même voix cassée. Donc, aujourd'hui là, on va faire le catabolisme des acides aminés avec le cycle de l'urée. Où qu'est-ce qu'ils vont les acides aminés, où qu'est-ce qui va le NH3, le NH4, voilà, mais on voit ça tout de suite. Alors, le cycle de l'urée. Petit rappel avant sur tout ce qui est métabolisme des protéines. À savoir que les protéines, c'est 1/7 de la masse corporelle, avec un apport exogène et une synthèse de novo endogène qui représente à deux 25% des acides aminés, sachant qu'en fait 75% des acides aminés sont en fait obtenus par protéolyse. Donc un turnover permanent entre masse protéique et l'organisme, à savoir que les protéines, c'est quoi? C'est 1/7 de la masse corporelle. Donc un turnover avec des protéines et des acides aminés libres qui circulent dans l'organisme. D'accord? Il y a ce qu'on appelle une protéoformation et une protéolyse qui sont en équilibre. Il y a aussi des acides aminés qui peuvent provenir de l'alimentation, ça c'est ce qui est apport exogène. Mais principalement, on a quand même une balance qui est respectée entre, en fait, principalement la balance, on va dire, elle s'équilibre j'allais dire in vivo, non mais in soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, on a un métabolisme de synthèse des protéines avec les acides aminés qui sont déjà présents et un apport d'acides aminés libres avec les protéines déjà présentes. Donc le turnover, il se fait quand même principalement avec ce qu'on a déjà sur place. Voilà. Donc on a un petit apport d'amines qui sont dégradés, d'autres sont métabolisés en neurotransmetteurs et à molécules d'intérêt physiologique. Cependant, l'organisme, il doit être capable de dégrader l'excédent, le trop plein, et notamment de détoxifier en fait ce qu'on appelle l'ammoniac. Qu'est-ce que c'est l'ammoniac ? C'est en fait le groupement NH, le groupement NH3, qui est ramifié en fait au squelette des acides aminés, qui quand on dégrade un acide aminé, est libéré, qui peut être toxique pour l'organisme. Donc quand on fait une protéolyse et qu'ensuite on utilise nos acides aminés, eh bien il faut savoir qu'est-ce qu'on fait de ce groupement NH qu'il faut détoxifier. Pour les éliminer, en fait, on va les transformer en ion ammonium, NH4, et on passera par la formation de l'urée, qu'on appelle uréogenèse. Ces acides aminés, on voit sur le schéma, qui peuvent être dégradés en squelette carboné. Squelette, on verra ce qu'on en fait, mais il est principalement recyclé, réutilisé. Et on libère donc le squelette carboné, et on libère le NH4. D'accord ? L'ammoniac. Et ça peut être toxique, surtout pour le cerveau, mais pour aussi, globalement, un peu tous les tissus. Donc, quand on utilise des acides aminés et qu'on les dégrade, il faut penser à qu'est-ce qu'on fait de ce NH4. Et ben, on va le détoxifier en fait dans le foie et on va former ce qu'on appelle l'urée par le processus d'uréogenèse. Donc, formons l'ammoniac. On a deux voies possibles pour la formation de l'ammoniac. D'accord ? On a ce qu'on appelle, donc vous voyez, là on voit en fait la ramification R qui va déterminer la nature de notre acide aminé, mais notre squelette carboné CHCOH avec notre NH2. Donc on libère le squelette CHCOH et la ramification, et le NH2 de l'autre côté. On a dit, on veut détoxifier les groupements NH, et donc pour le détoxifier et faire ce qu'on appelle l'uréogenèse, on a besoin de le transformer en ammoniac. Comment qu'on va se faire cela ? On va le faire par la voie 1, ce qu'on appelle la transamination, ou 2, la voie des aminoacides oxydase, qu'on appelle la désamination oxydative. D'accord ? Donc le but, c'est vraiment de dégrader l'acide aminé en se débarrassant de la fonction amine NH2, qui passe par deux voies. La désamination oxydative, on retire la fonction amine, ce qui va oxyder l'acide aminé et le transformer en acide cétonique. Ou alors, on fait une transamination,
on fait d'abord un premier échange de la fonction amine avec un autre acide aminé, ce qui formera ce qu'on appelle le glutamate, à partir de l'alpha-cétoglutarate. Et ce glutamate, il sera ensuite désaminé par une glutamate déshydrogénase pour libérer le NH3. D'accord ? M'avez-vous suivi ? On le voit bien sur le schéma. NH2 avec de l'alpha-cétoglutarate, des transaminases, forment l'acide cétonique et le glutamate. Glutamate qui ensuite relibère l'alpha-cétoglutarate via la glutamate déshydrogénase qui le désamine et qui forme l'ammoniac NH3. Ok ? Donc en fait, l'ammoniac NH3, c'est quoi ? C'est un glutamate désaminé, tout simplement. Voilà. Et l'autre voie possible, la désamination oxydative, c'est tout simplement notre acide aminé, qu'on désamine directement, ce qui forme l'acide cétonique et le NH3. Donc soit on désamine directement, soit on passe par le glutamate qu'ensuite on désamine. Et voici. Le problème, c'est ensuite, on l'a dit et on le redit, d'éliminer ce NH3, qui peut être donc tout ce qui est regroupement NH potentiellement neurotoxique. Ok ? On met donc une voie en place de détoxification qu'on appelle l'uréogénèse. La première étape de cette uréogénèse, ça va être de transporter ce NH3. D'accord ? Le NH3 il circule dans le sang essentiellement sous forme de glutamine, c'est-à-dire NH3 plus glutamate, sous l'action de la glutamate synthase, il se met sous forme de glutamine. La glutamine, c'est l'acide aminé présent en plus grosse concentration dans le sang. Donc c'est pour vous dire à quel point la part de détoxification de l'ammonium est une part importante de voie, on va dire, catabolique dans l'organisme. Cette glutamine, elle pourra aller ensuite jusqu'au rein et au foie. Dans le rein, elle va rééliminer son NH3 par une réaction inverse. C'est-à-dire que là, on a dit glutamate NH3 pour former la glutamine à partir donc de la glutamate synthase. Vous voyez bien que le glutamate il nous sert déjà à former notre ammonium et ensuite à le transporter. Donc glutamate très sympa quand même. Donc soit on le transporte sous forme de glutamine et donc là on fait la réaction inverse au niveau du rein. On redonne glutamate plus NH3 de manière dissociée et le NH3 capte un proton H+ au niveau de la cellule tubulaire dans le rein et il va être éliminé comme ça par voie urinaire sous forme d'ammonium en donnant du coup NH3 plus H+ du NH4+. C'est de la mathématique. On appelle ça l'ammoniogénèse. Donc ça c'est la méthode basic, d'accord ? Cependant c'est une voie qui reste quand même relativement minoritaire, c'est seulement 15% de l'élimination de l'ammonium. Mais c'est un petit peu le truc le plus obvious, d'accord ? On arrive au rein avec un NH3 et un glutamate qui sont associés pour se transporter, qui forment la glutamine via la glutamate synthase. Ok, fun. Au rein, on dit, écoutez, pour le libérer, vous faites l'inverse, vous dissociez. Ok, le glutamate, il repart. Le NH3 est libéré. Il capte un ion H+. Et hop, au niveau des cellules tubaires, on fait l'ammoniogénèse, on forme de l'ammonium qu'on élimine au niveau urinaire. Tout simplement. Et le glutamate, lui, ensuite, il retourne dans les cellules périphériques pour renouveler le cycle. Ok ? Et faire à nouveau taxi ou alors voie de transamination pour former l'ammoniac. La voie majoritaire, donc comme on l'a dit, donc en fait la voie majoritaire, c'est pas l'ammoniogénèse, c'est l'uréogénèse qui représente 85% de l'élimination de ces groupements NH. Donc au niveau du foie, on a la même réaction avec la glutamine, c'est-à-dire glutamine qui libère le NH3 pour redonner glutamate plus NH3. Et le glutamate qui repart en périphérie. Le NH3 au niveau du foie, cependant, il va faire un autre cycle. Il va rentrer dans un cycle qu'on nomme uréogénèse, qui consiste à transformer un NH3 en un composé neutre, qui n'a aucune fonction métabolique, qui en fait sert à rien dans l'organisme, qui permet juste d'éliminer cet azote organique de façon inerte. Et ce composé sans fonction métabolique, c'est l'urée, tout simplement.
Donc voici le cycle qui fait peut-être un peu peur a priori, mais que l'on va dompter. Ce cycle de l'urée, il a à peu près 5 étapes. 2 étapes mitochondriales, qui sont les 2 premières étapes, on le voit bien sur le schéma. Et ensuite, 3 étapes cytosoliques. Ce cycle est couplé au cycle de Krebs. Ok, très très important. On va voir que sans cycle de Krebs, on ne fait pas d'urée. D'accord ? Et par exemple, on le verra à la fin, dans des pathologies qui sont protéolytiques, quelqu'un qui perd de ses muscles sont en train de mourir, les protéines sont lésées, ça veut dire qu'on libère plus d'acides aminés, on fait plus de catabolisme d'acides aminés, on libère plus d'ammoniac, donc on va plus activer le cycle de l'urée, et donc on va en fait parallèlement plus activer le cycle de Krebs. Donc première étape, c'est la formation du carbamoyl phosphate, d'accord ? On part de notre ammoniac, on le couple à un CO2, en utilisant 2 ATP, on forme le carbamyl phosphate. C'est une étape qui est irréversible et très régulée, étape qui est mitochondriale. Ensuite, deuxième étape, on forme le citruline. Le citruline, on utilise le métabolite d'avant, le carbamyl phosphate, qui va se coupler avec une jolie ornithine, et en libérant un phosphate inorganique, par l'ornithine transcarbamylase, nous forme la citruline. Ça, pareil, c'est toujours une étape mitochondriale. Et on va passer aux étapes qui sont en fait cytosoliques. Et comme on passe de la mitochondrie au cytosol, par ce qu'on appelle un transporteur ORNT, qui transporte notre citruline gentiment au cytosol. Tout simplement. Donc on arrive dans le cytosol et là, on va former de l'arginosuccinate. Et là, en fait, c'est très simple. Il n'y a pas besoin d'avoir fait maths spé. Donc, troisième étape, formation de l'arginosuccinate. On est dans le cytosol. La citruline, elle capte un aspartate qui provient du cycle de Krebs. L'aspartate, lui, subit une transamination par une azate. Passe de l'oxaloacétate à l'aspartate par cette enzyme. Il est prêt pour sortir de la mitochondrie. L'aspartate, il utilise un échangeur qu'on appelle l'aspartate glutamate carrière, dites-le comme vous voulez. Et ensuite, la citruline et l'aspartate, via l'arginosuccinate synthétase, nous donnent l'arginosuccinate en consommant de l'ATP. Pas oublier quand même que l'aspartate, il vient de la mitochondrie, d'accord ? Donc la citruline, elle sort de la mitochondrie par son ORNT, transporteur, et l'aspartate, lui aussi, sort de la mitochondrie, mais par son échangeur qu'on appelle AGC, aspartate glutamate carrière. Ok ? Mais il faut pas, parce que sur le schéma, là, on peut voir que, on se doute, le cycle de Krebs, il est là, mais il faut pas oublier que à la base, le cycle de Krebs, ça se fait dans la mitochondrie. D'accord ? Ça peut être un petit piège. Toujours se souvenir où est-ce qu'on est. Donc voilà, on a formé l'arginosuccinate, tranquille, tu vas, bon week. On arrive dans la quatrième étape, et là on forme l'arginine et le fumarate. Par l'arginosuccinase, qui va nous cliver en fait notre arginosuccinate en fumarate qui retrouve gentiment dans le cycle de Krebs, et l'arginine qui continue dans le cycle de l'urée. Là on est toujours dans le cytosol. Cinquième étape, c'est libération de l'urée, enfin, et de l'ornithine qui retourne faire un cycle, c'est bien fait. L'arginine, via l'arginase, consomme une molécule d'H2O, de l'eau, et nous forme l'ornithine, merci au revoir madame, et l'urée, qui est tout prêt, ça y est, à déguster, voilà, qui sera éliminé ensuite sous forme rénale. Attention, l'uréogénèse, je précise et je redis, l'uréogénèse se fait dans les hépatocytes. Nous sommes dans le foie. D'accord ? On pourrait se dire, l'uréogénèse, c'est l'urée c'est l'urine, c'est le rein. Pas du tout. Tu te tais, c'est faux. L'urine, c'est pas l'urée, c'est pas... Non, rien à voir. L'uréogénèse, c'est le foie. D'accord ? Et c'est ensuite l'urée qui va du foie
aux reins pour former l'urine primitive et l'urine, etc. Ok? Donc voilà, c'est pas hyper compliqué, juste un peu plein de noms. Moi, je m'étais dit, pour retenir comment j'ai fait, je me suis dit, l'arginosuccinate synthétase, forcément, elle fabrique l'arginosuccinate, alors que l'arginosuccinase, enzyme qui clive principalement, et donc, elle va libérer fumarate et arginine. Arginosuccinate qui clive, ça libère de l'arginine, ok? Voilà. Écoutez, ensuite, l'arginine, arginase, pareil, ça catabolise l'arginine. Bon, voilà, c'est de vous trouver des petits moyens mnémotechniques. Mais apprenez-moi ces molécules. Le bilan du cycle est très important. Qu'est-ce qu'on a consommé dans ce cycle? On a consommé du CO2, on a consommé 2 molécules d'H2O, à la fois pour faire l'étape finale, on le voit, étape finale, arginine, H2O, et voilà. Et à la fois dans le cycle de Krebs, petite molécule d'H2O entre le fumarate et le malate. Donc comme ces deux cycles sont couplés, si tu utilises de l'aspartate, c'est qu'en fait tu as utilisé le cycle de Krebs, donc tu as utilisé la molécule d'eau qui a permis de recycler ton fumarate suite à la l'arginosuccinase, ce qui a permis de recycler ton fumarate en malate. Ok, donc 2 molécules d'H2O, une molécule de dioxyde de carbone, une molécule d'ammonium, naturellement, d'ammoniac, NH3, de l'aspartate, 3 ATP. Et donc, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne de l'urée, 2 ADP plus 2 phosphate, de l'AMP, un pyrophosphate et du fumarate. Comment savoir en fait que nos 3 ATP donnent 2 ADP plus 2 PI et un pyrophosphate avec de l'AMP? Tout simplement, vous regardez votre cycle. Vous voyez qu'au bout d'un moment, vos 2 ATP se transforment naturellement en 2 ADP plus 1 PI, parce qu'en fait, le carbamylphosphate, c'est dans sa transformation en citrulline qui libérera un autre phosphate inorganique. Mais on retrouve bien du coup 2 ADP plus 2 PI. Donc jusque-là, ok. Et 3e ATP, qui est consommé de l'aspartate à l'arginosuccinate via l'arginosuccinate synthétase. On voit, c'est une molécule d'ATP qui forme un PPI, un pyrophosphate et de l'AMP. Donc voilà, attention dans le bilan, à pas écrire 3 ATP qui donnent 3 ADP plus 3 PI, c'est faux. Ah, c'est bien. 2 ADP plus 2 PI. Et un AMP qui donne un ATP qui donne un AMP plus un pyrophosphate. Et notre fumarate. Voilà. Ce cycle, il est consommateur en énergie, d'accord? Il est relativement coûteux sur le plan métabolique à la cellule, mais son utilisation combinée au cycle de l'urée et son utilisation combinée au cycle de Krebs par le biais du fumarate et sa régénération par le biais de l'aspartate et sa régénération en fumarate restaurera un ADH H+, qui lui-même donnera 3 ATP. Donc finalement, la résultante du cycle est neutre énergétiquement. La question qu'on pourrait se poser, c'est que moi au début, je vous ai vendu une uréogenèse qui était neutre. D'accord? J'ai dit oui, c'est un cycle qui est neutre. Là, je vous le redis. Il est neutre énergétiquement. T'es gentil, mais il consomme quand même 3 ATP. Mais regardez bien sur le cycle qui consomme 3 ATP, je suis d'accord. En étant couplé au cycle de Krebs, 1, 2, 2 et 1, ok. Cependant, on voit bien que dans le cycle de Krebs, comme l'urée fait tourner le cycle de Krebs, si on va entre malate et oxaloacétate, c'est dingue, mais on se rend compte que on a un AD+, qui donne un ADH plus S+, via la malate déshydrogénase, pour transformer notre malate en oxaloacétate, qui lui-même redonnera l'aspartate, etc. Donc on a formation d'une molécule de NADH. Et l'NADH, ça permet quoi? Ça permettra en fait de donner lui-même 3 ATP. Ok? Donc finalement, si un ADH peut donner 3 ATP et que nous on en consomme 3, en fait, la résultante de ce cycle, elle est bien énergétiquement neutre. Voilà. Ce cycle, à savoir qu'il est principalement régulé par une enzyme qu'on appelle CPS1 de l'étape 1,
de façon positive, c'est-à-dire régulation allostérique par NAG et une régulation hormonale via le glucagon. La carbamylphosphate synthétase, donc qui est en fait notre enzyme de l'étape irréversible et très régulée, qui permet de former le carbamylphosphate à partir de notre NH3 avec du CO2 en consommant 2 ATP. Voilà, première étape qui est mitochondriale. Et c'est cette enzyme CPS1 qui est principalement régulée à la fois par une régulation hormonale via le glucagon, ok, et à la fois de façon positive par apport protidique. Régulation positive, c'est-à-dire plus j'ai d'apport positif, ça va dans le même sens en fait, plus j'ai d'apport protidique, plus je vais activer ma CPS. Régulation hormonale via le glucagon. Moi j'aimerais qu'on réfléchisse à ça 2 minutes, parce que j'aime pas balancer des informations comme ça sans faire de lien vraiment. Le glucagon c'est quoi? C'est une hormone qui est hyperglycémiante, d'accord? Par exemple en période de jeûne, je suis un petit peu en hypoglycémie, le glucagon s'affole, il va stimuler la libération du glucose à partir du glycogène, donc la glycogénolyse, et aussi la néoglucogénèse à partir des substrats non glucidiques. Ok, jusque-là ça va. En période de jeûne prolongé, on peut avoir aussi ce qu'on appelle la formation des corps cétoniques avec la bêta-oxydation des acides gras. On aura aussi entre deux la lipolyse, tout ça. Donc, si on réfléchit bien, pourquoi l'uréogénèse est augmentée par le glucagon? Eh bien, comme je viens de le dire, on est en période d'hypoglycémie, on va d'abord consommer notre glycogène, et arrivé à bout de souffle, on n'aura plus de substrat glucidique, on va aller taper dans les graisses et dans les protéines. Donc on va lyser les protéines, on va faire la protéolyse qui libère des acides aminés qui libèrent des groupements NH, qu'on transforme en ammonium et en ammoniac, qu'on envoie dans le rein et dans le foie pour faire l'ammoniogénèse et l'uréogénèse. Donc finalement, on augmente la synthèse de notre urée. Voilà, tout simplement. C'est important de faire des liens comme ça. Notion de physiopathologie. La valeur de l'urée doit se situer à peu près entre 3 et 7,5 millimoles par litre. On la dose par dosage enzymatique, tout simplement, avec l'uréase, la glutamate déshydrogénase. L'ammonium, lui, doit se situer pour des valeurs entre 20 et 70 micromoles par litre. D'accord ? À noter que chez le nouveau-né, il existe une immaturité hépatique, très bien connue. Et le foie n'est pas mature chez le nouveau-né. Et donc, en fait, ça va s'accompagner d'une ammoniémie augmentée à 100 micromoles par litre. Pourquoi ? Parce que vu que le foie, il ne peut pas trop faire l'uréogénèse, ça va être la voie de suppléance qui présente chez l'adulte 15% de la dégradation des groupements NH. C'est l'ammoniogénèse. Donc, l'ammoniémie va être augmentée puisque elle se fait dans le rein et que notre rein est mature quand il est nouveau-né. Voilà. Et ensuite, elle diminuera un petit peu. Ce qui explique une valeur d'ammonium à 100 micromoles par litre à la naissance. Voilà, chez le nouveau-né. D'accord. Alors, dans quel cas l'urée peut-elle être augmentée ? On a ce qu'on appelle des situations d'hypercatabolisme protidique, ces situations qui correspondent à un besoin important de protéines de l'organisme pour créer de l'énergie. Souvent, c'est chez des patients qui sont atteints de cancer à des stades avancés, des patients en réanimation, des grands brûlés, des grands traumatiques. Voilà. Et le signe clinique principal, c'est quoi ? C'est la fonte musculaire, tout simplement. Ce qu'on appelle la cachexie. D'accord ? Au niveau de la biologie, on va avoir une augmentation de l'urée et une créatine normale. Si c'est uniquement un problème de protéolyse, on a une créatine normale. Ça, c'est vraiment doser la créatine en dosant l'urée, c'est vraiment ce qui va nous permettre de différencier une pathologie de protéolyse, une cachexie, une fonte musculaire, d'une pathologie d'insuffisance rénale par exemple, que je vous détaillerai juste après. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, également l'urée peut augmenter dans les situations de jeûne, etc. Globalement, c'est ce qu'il faut savoir. Dans les néphropathies, c'est pathologie du rein, aiguë ou chronique. Au niveau de la biologie, on aura une augmentation de l'urée et de la créatinine, qui traduit bien une atteinte de la fonction glomérulaire, de la fonction rénale. D'accord ? Parce que ça veut dire que
j'ai une augmentation de l'urée parce que je ne peux pas faire la voie des 15% d'élimination des groupements NH par ammoniogénèse parce que mon rein ne marche pas. Et donc, je ne peux pas non plus en fait, assurer une créatinine normale parce que j'ai un rein qui dysfonctionne. D'accord ? Alors que si j'insiste, mais si l'urée augmente, mais que la créatinémie est normale, c'est pas en fait le rein qui n'arrive pas à métaboliser, c'est plutôt les protéines qui catabolisent trop. Vous voyez ? C'est comme ça qu'il faut faire le ratio. Pour préciser si c'est une insuffisance rénale organique ou fonctionnelle, on peut se pencher sur le ratio urée augmentée, créatinine augmentée. Un ratio augmentation d'urée supérieure à une augmentation de la créatinine, c'est plutôt en faveur d'une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, à savoir les déshydratations, les hypovolémies. D'accord ? Donc en gros, si on a une augmentation de l'urée et de la créatinine, c'est un syndrome rénal. Et si on a beaucoup plus d'urée, on a une plus grande augmentation de l'urée par rapport à l'augmentation de la créatinine, c'est plutôt un syndrome fonctionnel, donc déshydratation, hypovolémie. Ok ? Les pathologies avec l'ammoniémie augmentée, ça peut augmenter alors dans les insuffisances hépatocellulaires majoritairement, mais aussi les hépatites diminuées, la fonction hépatique diminuée, cirrhose hépatique aiguë, etc. Le cycle de l'urée fonctionne mal, on a une hyperammoniémie avec un risque d'encéphalopathie hépatique. D'accord ? Accumulation d'ammonium, toxicité pour le cerveau, etc. Que l'on diagnostique en clinique l'encéphalopathie hépatique par ce qu'on appelle le flapping tremor, l'astérixis. Donc on demande en fait au patient de tendre les bras devant lui. C'est un signe qui est assez particulier. Ça peut ensuite être une amyonémie augmentée par iatrogénie, tout simplement, avec l'acide valproïque. Une intoxication éthylique, avec l'alcool, qui peut favoriser l'hyperammoniémie dans les situations où il existe des lésions hépatiques. C'est-à-dire qu'il y a un patient qui boit de manière régulière et trop importante. Le cycle de Krebs, il marchera moins bien, car on va favoriser le cycle de l'éthanol pour métaboliser l'alcool. Et on pourra donc avoir une hyperammoniémie par baisse d'aspartate pour faire tourner le cycle de Krebs, qui doit lui-même faire tourner le cycle de l'urée. Comme on privilégie en fait le cycle de l'éthanol au cycle de l'urée, au cycle de Krebs, je le refais. Comme on privilégie le cycle de l'éthanol au cycle de Krebs, on déprivilégie du coup le cycle de l'urée inévitablement, et donc on se retrouve avec une hyperammoniémie, puisque du coup c'est un peu la voie de suppléance, les 15%, pour éliminer l'ammonium au niveau du rein. L'ammoniac au niveau du rein, mais sous forme d'ammonium. Ok. Pathologie congénitale, les déficits en OCT. Ça, c'est l'enzyme de l'étape 2, je ne sais pas si vous vous souvenez. L'étape 2 qui était donc la formation de citrulline à partir de d'ornithine et de carbamyle phosphate en rejetant un phosphate organique qui se faisait donc avec l'ornithine transcarbamylase. Ok. Donc là, il y a une pathologie congénitale qui est caractérisée par un déficit en OCT. C'est la première enzymopathie en cause dans le déficit congénital d'uréogénèse. Cette enzymopathie, elle est héréditaire récessive liée à l'X. Donc, vu qu'elle est récessive liée à l'X, elle va plutôt toucher essentiellement les garçons. D'accord ? Les filles hétérozygotes peuvent aussi être touchées, même si il s'agit d'une maladie récessive, peut avoir une expressibilité variable. Le tableau clinique est à type ce qu'on appelle décompensation aiguë neuro-hépatodigestive. C'est-à-dire que dans les premières semaines de vie, là, clairement, il s'agit d'une urgence vitale. Donc neuro-hépatodigestive, pour le décortiquer, neuro, parce qu'on va avoir une somnolence, des agitations, des gagnements inhabituels, un syndrome confusionnel et voire un coma à instauration progressive. Hépato, un signe qu'on retrouve dans pas mal de pathologies, c'est l'hépatomégalie,
avec augmentation des enzymes hépatiques, et digestive, parce que vomissement, parce que reflux d'alimentation. Donc au niveau de la biologie, on va être sur une ammonémie qui est très élevée, avec augmentation de la glutamine, diminution de la citrulline et de l'arginine. En fait, augmentation de ce qui est en amont, diminution de ce qui est en aval de cette voie, de cette étape 1 avec l'OCT. D'accord ? Donc augmentation de la glutamine, parce qu'on n'arrive pas, malgré que on augmente, malgré que n'existe pas, mais malgré le fait que existe, malgré le fait que on favorise la voie de l'ammoniogénèse, ça ne suffit pas à supplanter la voie qui représentait quand même 85% de l'élimination. Du coup, on a augmentation en amont de la glutamine, qui transporte du coup glutamate NH3. Et on a diminution de tout ce qui se trouve en aval de cette étape. Donc la citrulline, l'arginine. De plus, les intermédiaires biochimiques de l'urée sont également effondrés. Il est à noter que aussi l'acide orotique urinaire augmente énormément. Comment on traite ça ? Un régime diététique strict, avec restriction globale en protéines, supplémentation en intermédiaire du cycle, en arginine, en citrulline. On utilise aussi un épurateur de la glutamine pour faire baisser l'azote organique dans l'organisme, simplement. Voilà pour le NH. Mais que devient donc, par contre, le squelette carboné ? Alors, le squelette carboné, deux possibilités. Parce qu'on a dit tout à l'heure, vous voyez, schéma, rappel, le groupement amine, il fait sa life dans le rein ou dans le foie. Et le squelette carboné, il est recyclé. Il peut suivre trois possibilités, à savoir soit une décarboxylation, soit une formation de composés intermédiaires, soit un des deux. Donc c'est soit une décarboxylation ou soit la formation de composés intermédiaires. Donc le squelette carboné décarboxylé. Donc c'est une voie qui est relativement minoritaire, mais elle est quand même là. La fonction carboxyle va tout simplement être arrachée par une aminoacide décarboxylase. Ça libère du CO2 et une molécule qu'on appelle amine primaire. Les acides aminés en jeu lors de la décarboxylation possèdent un vrai rôle physiologique. On peut prendre l'exemple par exemple de l'histamine qui décarboxylée en fait va donner... On peut prendre l'exemple en fait de l'histidine qui par exemple décarboxylée va donner l'histamine, qui est-elle impliquée dans une réponse allergique. D'accord ? Donc la décarboxylation du squelette carboné de certains acides aminés va libérer du CO2 et un amine primaire qui peut posséder un rôle physiologique. Par exemple, l'histidine qui décarboxylée va donner de l'histamine, qui a un rôle dans la réponse allergique. Les acides aminés aromatiques, eux, via la décarboxylation, peuvent donner des neurotransmetteurs. Je suis vraiment désolée, j'ai pas mon filtre anti-pop là, donc je vais essayer de m'éloigner un peu parce que ça pop pas mal. Donc la formation des composés intermédiaires, ensuite c'est la deuxième possibilité pour le devenir du squelette carboné. Il faut savoir, alors ce schéma est pas mal. Et succinct. Je vous remets le tableau à côté, là je vous remettrai le tableau des 20 acides aminés pour que vous sachiez quelle lettre correspond à quel acide aminé. Mais ce schéma est pas mal parce qu'on comprend bien qu'on a 18 acides aminés capables de fournir des intermédiaires de la voie de la néoglucogénèse et 6 acides aminés qui peuvent intégrer la voie de la cétogénèse. Alors pas directement, mais qui peuvent encore une fois donner des intermédiaires de. Donc je vous laisserai prendre connaissance du schéma. Voilà, on voit bien par exemple qu'on peut donner du pyruvate pour retourner dans la néoglucogénèse, de l'oxaloacétate pour retourner dans la glucogénèse, les cétoformateurs qui donnent l'acétyl-CoA et l'acéto-acétyl-CoA. On a également les mixtes qui sont un peu moins nombreux, etc. Alors attention par contre, une petite nota bene, un acide aminé donne un corps cétonique si et seulement s'il a encore sa fonction amine. Donc là, si on est en présence d'acides aminés qu'on a déjà désaminés du coup, que c'est uniquement le squelette, on ne pourra pas former de corps cétonique. Un acide aminé ne donne un corps cétonique que s'il possède encore sa fonction amine. D'accord ? Voilà, on va se quitter sur une petite notion physiopathe.
qui a l'acidocétose, trop grande excès de façon disproportionnée par rapport aux besoins. Et les organes consommateurs de corps cétonique, c'est principalement le cerveau, les muscles, le myocarde et les reins. Le problème de l'acidocétose, c'est que ça survient couramment dans les diabètes de type 1, chez les enfants, etc. Et dans le diabète type 1, il y a trop de glucose circulant, mais vu qu'en fait on a une insensibilité des voies métaboliques à l'insuline, on n'arrive pas à métaboliser cette insuline, et donc on n'intègre pas le cycle de Krebs. Du coup, les voies métaboliques, elles sont détournées vers la cétogénèse. Le problème, c'est que produire des corps cétoniques de manière inadaptée et beaucoup trop élevée, ça a comme conséquence d'augmenter l'acidité. Notre pH en fait physiologique est abaissé, on augmente l'acidité de l'organisme. Et on va parler d'acidocétose diabétique si elle est liée au diabète de type 1 ou non diabétique si elle est liée à autre chose. Sachez cependant que l'acidocétose n'est pas forcément associée au diabète. On peut se souvenir aussi dans les grandes carences glucose, donc comme je vous disais, l'éthylisme chronique aussi, les vomissements et les longs jeûnes. Donc là on parle d'acidocétose non diabétique. Donc après une prise alimentaire, donc en postprandial, l'organisme il ingère un certain nombre de protéines, d'accord, et donc un certain nombre d'acides aminés. Certains acides aminés vont retourner à la protéoformation pour restaurer le pool de protéines, et pour les composés intermédiaires, etc. D'autres vont être dégradés pour fournir, par exemple, des intermédiaires du cycle de Krebs, pour obtenir de l'ATP. Et tout ceci est régi par un contrôle hormonal, où l'insuline est prépondérante par rapport au glucagon. L'insuline, elle favorise vraiment le fonctionnement du cycle de Krebs. Donc là, je vous fais ce parallèle. Pourquoi ? Pour comprendre qu'en jeûne prolongé, c'est en le glucagon, on fait de la protéolyse. On augmente notre uréogenèse, qui régule notamment, on l'a dit, l'enzyme CPS1. Et en cas de prise alimentaire, on a un apport en acides aminés, on fabrique des protéines, c'est régulé par l'insuline pour ensuite faire oui ou non des intermédiaires du cycle de Krebs, éventuellement. D'accord ? Donc apport ou jeûne, insuline ou glucagon. Donc voilà les génies, j'en ai terminé avec ce catabolisme d'acides aminés. À chaque fois, je vais m'excuser excusez-moi, c'est beaucoup trop long, mais à chaque fois, je ne réduis pas mon temps de parole. Donc, je vais arrêter de m'excuser, en fait. C'est long et c'est comme ça. Voilà, vous avez qu'à mettre la vitesse de vidéo à 1,75. Et puis, terminé. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, en espérant que j'aurai retrouvé ma voix, comme à chaque fois, et en espérant que ça vous ait servi. Force pour vos partiels, force aussi si c'est simplement pour vous instruire, c'est très bien. Et moi je vous dis à bientôt. Comme ce qui est, tout est possible. Ciao.